Yo les trashers, c'est la folie sur YouTube, tout le monde en parle. YouTube est-il cassé? Squeezie, Super Connard, Sifano, Ibra TV, Pierre Cross, ils y sont tous passés. Aux États-Unis, PewDiePie, le roi des youtubeurs, a même menacé de supprimer sa chaîne si rien n'était fait. Mais qu'est-ce que les youtubeurs reprochent exactement à YouTube? Personne n'ose vraiment le dire, mais c'est que les grosses chaînes font beaucoup moins de vues et d'abonnements par jour. À côté de ça, il y a plein de bugs, des désabonnements automatiques, d'ailleurs vérifiez que vous êtes toujours abonné à Trash, des vidéos qui disparaissent, des compteurs de vues complètement fous, et pire encore, les vidéos en tendance YouTube ne valent plus rien dire, genre des rediffusions télé d'il y a 2 ans, des séries indiennes que personne ne comprend ou des paquets de vidéos très peu vues, mais beaucoup mises en avant. Alors avec tout ça, on parle de complot. Est-ce que YouTube se fait payer la mise en avant de vidéos? Est-ce qu'ils veulent favoriser la télé aux dépens des vidéastes amateurs? Est-ce que l'algorithme veut vraiment tuer les vidéastes historiques pour laisser place à une nouvelle génération? Autant de questions qui sont posées car personne ne sait vraiment ce qui se passe chez YouTube. Le danger, c'est que dans toutes ces vidéos, il y a beaucoup de spéculations. Alors nous avons enquêté, regardé les chiffres et essayé de séparer le vrai du faux pour résoudre ce mystère YouTube. Game Theory a d'ailleurs fait une excellente vidéo en anglais à ce sujet qui nous a bien aidé. Comment marche le référencement YouTube? Le souci au début de YouTube, c'est que tout le monde pouvait mettre ce qu'il voulait et surtout n'importe quoi. Alors comment faire la différence entre les bonnes vidéos que les gens regardent jusqu'au bout et le reste? Genre Osef d'un mec qui dit coucou dans un zoo. Alright, so here we are. Au début, c'était les vues, plus t'en avais et plus t'étais mis en avant. Le problème, c'est qu'attirer du clic, c'est loin d'être compliqué. Il suffisait de mettre une miniature et un titre qui n'avaient aucun rapport avec la vidéo pour assurer un maximum de vues sans aucun effort. C'était l'explosion des miniatures FNG, fesses, nichons, gore. Bon les gars, l'heure est grave. J'ai cliqué sur une nana ultra bonne en miniature et je suis tombé sur un let's play Minecraft. J'ai demandé, trouvez-moi une solution. La solution trouvée par YouTube, une refonte de l'algorithme en privilégiant le temps passé sur les vidéos plutôt que le nombre de vues. C'est ce qu'on a appelé le watch time. Plus tu regardes longtemps une vidéo, plus elle est intéressante. Si tu la quittes directement, c'est qu'elle est mauvaise. Et c'est donc à cette période que le gaming est devenu la catégorie la plus représentée du site. C'est du contenu facile à produire, facile à regarder et qui dure souvent plus de 10 minutes. L'exemple parfait de ce changement n'est autre que le suédois PewDiePie. Il a eu son premier million d'abonnés en 2012 et a dépassé Smosh qui était premier mondial en 2013 à plus de 10 millions d'abonnés. C'est presque 2 millions d'abonnés par mois. YouTube a vite senti la bonne affaire car ils ont mis en place des coupures publicitaires débloquables à partir de 10 minutes. Du coup, une vidéo longue est beaucoup plus rentable, donc avantagée par YouTube. Un algorithme hors de contrôle. Faisons un jeu. Cherchez n'importe quoi sur YouTube. Par exemple, Hunger Games. Vous vous attendez à trouver les trailers du film? Oh non, vous allez trouver des gameplays de Minecraft. Pareil pour Frozen, en dehors de Let It Go, vous aurez majoritairement du contenu qui n'a rien à voir avec le film de Disney. Mais pourquoi YouTube voudrait promouvoir ce genre de contenu? Parce que YouTube n'est pas le seul leader de la vidéo sur internet. Un de leurs grands rivals, c'est Netflix. Oui, la plateforme sur laquelle vous passez vos nuits entières, très rentable et complètement addictive. Du coup, YouTube est devenu obsédé par la durée de visionnage. Le calcul n'est pas plus compliqué que ça. Imaginez une vidéo de 3 minutes bien montée, elle sera vue jusqu'au bout, mais votre durée de visionnage sera peu importante. Mais si vous faites une vidéo sans cut ni montage qui dure 30 minutes, même si les gens se barrent à la moitié de la vidéo, vous aurez quand même fait beaucoup plus de durée de visionnage. YouTube sera beaucoup plus intéressé par votre contenu, le mettant donc plus en avant. Là où la vidéo de 3 minutes aura besoin de millions de vues pour apparaître dans les recommandations, la vidéo de 30 minutes, elle aura besoin de beaucoup moins de vues pour obtenir la même visibilité. Toujours plus de contenu, toujours plus vite. Depuis peu, il y a eu des changements notables dans les recommandations et les tendances, et de nombreuses personnes l'ont remarqué, que ce soit aux États-Unis ou en France d'ailleurs, l'apparition de vidéos journalières. Le fait de poster une vidéo chaque jour et de promettre une nouvelle vidéo le lendemain puis répéter l'opération joue un grand rôle dans le YouTube actuel. Il suffit de mettre à côte les chaînes dites traditionnelles et les chaînes avec au moins une vidéo par jour. Regardez ce graphisme. Toutes les chaînes au contenu régulier ont augmenté leur nombre d'abonnés en même temps. YouTube récompense les créateurs qui font venir leur audience aussi souvent que possible. Mais tout n'est pas rose pour autant. Bien au contraire, la durée de vie des vidéos depuis quelques années a été réduite drastiquement. Et c'est exactement pour ça que les chaînes gaming apparues en 2012 s'inquiètent de leur perte de revenus, vues et abonnés. Leurs anciennes vidéos sont mortes. Elles ne ramènent plus rien.
Et quand vous avez 3000 vidéos comme PewDiePie, bah ça commence à piquer. Et ce n'est pas que YouTube a soudainement changé, non, le changement est perpétuel. Bien sûr, les grosses vidéos restent encore un moment, mais le roulement de tendance va de plus en plus vite. Et c'est pas tant un changement de YouTube qu'un changement de vidéastes toujours plus nombreux et productifs. La télévision veut manger YouTube. Et tout ça pose le problème de la cadence. Seule, cette vie n'est pas tenable. Et c'est pour ça que les studios de télévision explosent. Aux États-Unis, les tendances croulent littéralement sous les rediffusions d'émissions de télévision. Bon, nous ça va, on a juste Hanouna et touche pas à mon poste, mais ça va s'accélérer. La télévision a l'habitude de produire du contenu en masse, tous les jours. Elle a des équipes performantes, formées et spécialisées, pendant qu'un youtubeur, il doit tout faire tout seul dans sa chambre. La télévision se monétise aussi avec une publicité bien plus rémunératrice. Un spot de pub à la télé, ça coûte environ 100 000 € sur TF1 un dimanche. Pourtant, un youtubeur touchera à peine un RSA pour toucher 4 fois plus de monde. Le problème pour ceux qu'on appelle les vidéastes, c'est que plus vous produisez et montez, moins vous avez le temps pour vous détendre et vous ressourcer. Le mental est affaibli et comme vous pouvez voir, les vidéos coup de gueule sont de plus en plus fréquentes, il y a plus de drama et des crises de créativité en vidéo à moitié en pleurs. Casey Neistat était le plus gros vlogueur américain, une vidéo par jour pendant plus de 1 an, et il a arrêté. Pareil pour PewDiePie qui pète complètement un cap sur ses contenus et des gens qui adorent voir sa déchéance jour après jour. En bref, il est de plus en plus dur, voire carrément impossible pour les créateurs isolés de la plateforme de garder le rythme 24 h sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute l'année. Mais pour un studio de télévision, c'est pas vraiment un problème. Mais pourquoi tout le monde se plaint ? Et donc, pourquoi tout le monde pète un câble ? Vous l'aurez remarqué, il y a plusieurs choses qui ont changé par rapport au YouTube d'avant, j'ai 5 théories. D'abord, vous l'aurez remarqué, le nombre d'abonnés compte de moins en moins. Tout ce qui compte, c'est que la vidéo touche un maximum de personnes et devienne virale. Si une vidéo récolte 1 million de vues alors que la chaîne n'a même pas 1000 abonnés, c'est que cette vidéo est considérée par YouTube comme virale, qui la met donc du coup en avant parce que c'est quand même vachement plus dur de toucher une nouvelle audience. Si par exemple Cyprien ou Norman faisaient 1 million de vues, ce serait considéré comme étant normal voire faible, alors que pour une chaîne naissante, là c'est assez exceptionnel et elle se retrouvera en tendance plus facilement. On peut voir de plus en plus de vidéos tirées de la télévision, et ce n'est pas anodin, c'est directement lié à la redirection vers YouTube faite par ces médias. Prenez la vidéo du boxeur Mohamed Dridi, mort il y a peu de temps. Les médias ont utilisé en masse une vidéo datant de 2014 et cette dernière a fini en tendance. C'est parce que le partage des journaux télévisés a une énorme valeur aux yeux de YouTube. Ça l'a rendue attractive puisque d'actualité. La plateforme l'a donc mise en avant. Ensuite, il y a tous ces appels au pouce bleu avant chaque vidéo. C'est pas tant le compteur de pouces bleus qui est important, mais les liens générés. Parce que quand vous likez, un tweet est posté et c'est autant de liens externes qui veulent dire que cette vidéo attire de nouvelles personnes sur YouTube. Saviez-vous que YouTube pouvait agir directement sur les tendances manuellement ? C'est un topic de Reddit qui a découvert que YouTube changeait les titres des vidéos et pouvait ajouter des descriptions pour rendre une vidéo plus virale. Mais du coup, est-ce qu'il y a des dérives ? C'est en tout cas ce que pense H3H3, un youtubeur américain qui montre dans une de ses vidéos que les tendances américaines sont remplies de vidéos de la Fox, de trailers de films avec très peu de vues, mais qui ont de très bonnes places dans les tendances. Selon lui, il s'agit ni plus ni moins de tendances payées. Depuis peu, YouTube a mis en place ce système de cloche qui sert entre guillemets de double abonnement. On sent clairement l'inspiration de Facebook dans cette nouveauté. Faisons un test. Vous allez dans votre liste d'amis, vous likez ou commentez un message random d'un pote à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et qui n'apparaît plus dans votre fil d'actualité. Et là, surprise, cette personne vient de réapparaître. C'est plus ou moins la même chose avec YouTube en ce moment. Si vous ne montrez pas votre intérêt pour une chaîne, YouTube ne vous la montrera pas. Et pour montrer cet intérêt, c'est justement avec cette fameuse cloche. YouTube ne fait que montrer à tout le monde ce qu'ils veulent voir. Si une personne s'abonne à un youtubeur parce qu'elle apprécie sa personnalité mais ne regarde pas ses vidéos, alors elle ne verra pas le contenu proposé. YouTube est beaucoup plus strict qu'auparavant sur ce point, étant donné qu'il y a plus de contenu à proposer sur la page d'accueil. YouTube fait très attention à ce qu'il y a dans l'onglet Tendances et votre page d'accueil. Vous avez un contenu local. Les tendances françaises sont différentes des tendances belges ou suisses par exemple. Mais d'après vous, pourquoi est-ce qu'il y a des vidéos en arabe, en hindi ou en russe qui popent de manière aléatoire dans nos tendances à nous ? YouTube a beau valoriser le local, il privilégie quand même la viralité internationale. Et les diasporas jouent un rôle majeur puisqu'elles font croire à YouTube que la vidéo est vue partout dans le monde. Et donc, même si la vidéo ne récolte pas des millions de vues, elle est visionnée dans plusieurs pays, et c'est ça le plus important. Selon la célèbre théorie de Game Theory, c'est ce qui avait propulsé PewDiePie en 2013, une chaîne suédoise qui produit du contenu anglais et qui était uploadé depuis l'Italie. C'est le jackpot.
YouTube change, et nous aussi, et vous aussi. Les vidéastes de 2016 sont plus nombreux, plus diversifiés et plus productifs. La guerre est rude, tout le monde tente de hacker le système pour faire un maximum de vues, et vous êtes de plus en plus exigeants, de plus en plus mobiles, et surtout de plus en plus différents. Vous n'êtes plus tous des hommes de 16 ans qui aiment le jeu vidéo, il y a des mamans qui nous regardent, des cadres en costume cravate, et même vos grands-parents. Du coup, est-ce que YouTube peut changer les choses? Oui, en étant encore meilleur. Ça ne serait pas facile, mais vous êtes Google. Après, on connaît les difficultés qu'a YouTube à l'heure actuelle. Beaucoup d'argent gagné, mais des serveurs toujours aussi coûteux, au point où leur rentabilité n'est pas toujours assurée. Ajoutons quand même qu'il y a dans ces discussions quelque chose d'assez malsain et d'auto-centré. Les youtubeurs parlent d'eux, de leurs intérêts, on y parle chiffres sans aucun complexe. Et c'est ça qui en choque certains. Ne pensez pas qu'un vidéaste pense qu'au vu. Il aime faire ses vidéos, mais forcément, il y a toujours une gratification de se sentir porté, grandir. Et ça, c'est parce que nous sommes normaux, des gens de tous les jours aux inspirations du quotidien. Du coup, est-ce que vous avez des idées ou des réflexions sur la façon de changer YouTube? N'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire et à partager la vidéo. C'est important qu'un maximum de personnes voient ça. Je vous fais de gros bisous, on se retrouvera une prochaine fois. Ciao!